Amis Potterhead et rôlistes en tout genre, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de la série Explicatio, série dans laquelle nous traitons des règles pour Harry Potter jeu de rôle. Je suis Kull, et dans cette nouvelle vidéo nous allons traiter des particularités inhérentes au fait de jouer un personnage hybride, et aux modifications apportées aux règles de base les concernant. Cette vidéo s'accompagnera donc d'une nouvelle version de la base reprenant ces modifications. Prenez vos plumes et parchemins, et débutons. Sorciers et sorcières hybrides dans le monde d'Harry Potter. Quand on se penche sur l'univers d'Harry Potter, et plus généralement sur le monde magique dans lequel se déroulent ses aventures, on constate que de nombreux sorciers et sorcières hybrides existent et parsèment l'histoire. Certains sont connus alors que d'autres brillent par leur discrétion, mais tous possèdent des pouvoirs magiques hérités de leurs ancêtres magiques qui font d'eux des êtres d'exception. Bien que la situation se soit améliorée avec le temps et le développement des lois du monde magique, être un hybride reste compliqué, et beaucoup cachent leur vraie nature. Bien entendu, nombre de sorciers et sorcières hybrides ont débuté leur scolarité dans des écoles de magie pour jeunes sorciers et sorcières tels que Poudlard, si la possibilité leur était offerte. Par extension, il est donc tout à fait possible que l'un de vos joueurs si vous êtes maître du jeu, ou votre personnage si vous êtes un joueur, soit un personnage hybride. Pour autant que vos aventures se déroulent aux alentours de la fin des années 1800-1900, les personnages hybrides seront soit tolérés, soit bien acceptés dans l'enceinte de l'école. Avant ces dates, être un hybride est plus compliqué. De plus, tout dépendra de l'ancêtre magique du personnage, mais nous y reviendrons en détail par la suite. Hybride, un souci de traduction anglais-français. Le terme hybride employé dans les livres français n'est pas tout à fait exact si on regarde le terme employé par les anglophones. Dans les livres, la terminologie employée pour désigner les créatures hybrides est part human. On peut traduire ce terme par en partie humain ou partiellement humain. Les anglophones parlent ensuite de demi, quart, huitième de créatures magiques, ce qui fait plus de sens. En français, le terme hybride reste vague sur la génération à laquelle appartient le sorcier. Les différents traducteurs des romans ont parfois employé la dénomination anglophone, même si le terme tendant à s'imposer est celui d'hybride. Nous avons donc choisi d'employer ce terme pour la description des humains possédant une part de créatures magiques dans leur gène, en détaillant la génération qui le sépare de son ancêtre magique. Jouer un personnage hybride dans Harry Potter jeu de rôle. Comme nous venons de le dire, hybride ne veut pas nécessairement dire que l'un de vos deux parents est un être magique, mais plutôt que l'un de vos ancêtres était un être magique. Cela possède une grande importance car au fur et à mesure des générations, les pouvoirs et capacités magiques s'amenuisent, tout comme les traits physiques hérités. Il faudra garder ce point en tête quand on créera un personnage hybride. Afin de se représenter ce fait, nous avons modifié les règles concernant les hybrides de cette manière. Dans Harry Potter jeu de rôle, il existe désormais 3 moyens d'incarner des personnages hybrides. Le premier est l'avantage hybride, qui s'est vu modifié de cette manière. Vous possédez un ancêtre qui est un être magique, ce qui vous a fait hériter de certaines de ses caractéristiques, capacités et traits physiques. En fonction du nombre de générations qui vous séparent de ce dernier, ses capacités et traits sont plus ou moins prononcés. Pour cet avantage, vous avez donc le choix entre incarner un demi, un quart ou un huitième de créatures magiques, ce qui influencera la puissance de vos capacités héritées, mais qui augmentera également le nombre de points de création de personnages à dépenser. Le second moyen d'incarner un personnage hybride est l'avantage résurgence, qui fait ressortir des traits d'un ancêtre magique alors que plusieurs générations se sont passées sans que ceux-ci soient apparus. Finalement, le dernier moyen d'incarner un hybride est d'avoir obtenu le croche-patte du destin hybride. Celui-ci s'est vu modifié de la manière suivante. Vous êtes un hybride de première génération, ce qui signifie que l'un de vos parents est un être magique. De plus, ce dernier est une créature peu recommandable, comme un géant ou un troll, et vous avez hérité de nombreuses caractéristiques physiques visibles difficilement dissimulables. S'agissant d'un croche-patte du destin, il sera pratiquement impossible de cacher les traits hybrides du personnage. Ce dernier sera donc la cible des sangs purs, qu'il s'agisse de ses camarades ou de ses professeurs. Être un hybride dans ces conditions est donc difficile et contraignant. Et il n'est pas rare que de tels sorciers tournent mal.
Capacité des personnages hybrides. Comme vous avez pu vous en rendre compte, les hybrides et leurs capacités sont décrits en détail dans le Guide des êtres, non-êtres et esprits, un supplément pour Harry Potter jeu de rôle disponible gratuitement sur notre site. Cependant, toutes les caractéristiques, capacités et pouvoirs magiques décrits dans ce supplément ne s'appliquent pas nécessairement aux joueurs incarnant des personnages hybrides, puisqu'ils décrivent des hybrides de première génération. Comme nous l'avions mentionné en début de vidéo, les capacités et pouvoirs magiques dépendent du nombre de générations écoulées depuis la naissance du premier hybride. Il conviendra donc de déterminer à quelle génération d'hybride votre personnage appartient, avec votre maître du jeu, afin d'appliquer au mieux la puissance des capacités et réajustements proposés. Pour faciliter ce point et ces réajustements, un nouveau chapitre nommé « Jouer un personnage hybride » a été ajouté à la base. Afin de vous faire une idée des implications liées au fait de jouer un hybride, nous allons reprendre les différents types d'hybrides décrits dans Wizarding World et détailler les avantages et désavantages qui pourraient être choisis par le personnage avec l'avantage hybride, et ceux subis par le croche-patte du destin du même nom. Jouer un hybride elfe. Les hybrides elfes de maison représentent un choix intéressant pour l'avantage hybride, car ils possèdent une apparence relativement proche des sorciers humains, ce qui rend plus facile la dissimulation du côté hybride. Leurs capacités magiques les rendent également plus aptes à se cacher, ce qui représente également un avantage indéniable pour éviter que son ascendance ne soit trop rapidement découverte. Commençons par détailler les différents réajustements de caractéristiques pour les hybrides elfes. Pour un personnage de première génération, celui-ci se verrait attribuer les malus suivants en force, constitution, taille, apparence et pouvoir. Votre partie il obtiendrait des bonus en perception et dextérité. Dès la seconde génération, soit pour un quart d'elfe, on verrait la disparition des malus et bonus de 1, et les bonus et malus de 2 diminueraient de 1. On aurait donc plus 1 en perception et dextérité, moins 1 en taille et pouvoir. Finalement, à partir de la génération suivante, soit un huitième d'hybride, le joueur pourrait choisir l'un des réajustements de plus 1, soit en dextérité, soit en perception, et l'un des malus de moins 1, soit en taille, soit en pouvoir. Au niveau des compétences de base, celles-ci sont identiques à celles d'un sorcier classique. Il n'y a donc pas de modification à apporter. Les hybrides elfes sont compatibles avec le croche-patte du destin. Dans ce cas, il est possible que le maître du jeu vous octroie plus de malus que de bonus, dû à un effet de la génétique de votre ancêtre magique. Pour ce qui est des capacités spécifiques aux hybrides elfes, nous avons la fameuse capacité Anonymat, qui fait que les autres personnes oublient la présence de l'hybride. Cette capacité est à la fois un avantage et un désavantage. Un avantage quand il s'agit de passer inaperçu et d'éviter une punition par exemple, mais aussi un désavantage, car le personnage sera systématiquement exclu des jeux, des travaux de groupe et des sorties simplement parce qu'on l'aura oublié. Cette capacité peut être l'un des points intéressants à donner à votre personnage si vous avez tiré le croche-patte du destin hybride, en poussant son effet à l'extrême. Seconde capacité, la magie sans baguette, qui diminue le malus de 5% quand on n'emploie pas sa baguette. Ce bonus obtenu n'étant pas si puissant, on peut considérer que celui-ci perdure au fil des générations, et qu'il s'applique aussi bien pour l'avantage que pour le croche-patte du destin. Troisième capacité, une augmentation des compétences vigilance et discrétion, par un bonus de 10%, ainsi qu'un apprentissage plus rapide d'un tiers par rapport au sorcier classique. Ces deux capacités étant un gros avantage, elles s'appliquent principalement à la première génération. La seconde perdra l'une, et la troisième génération ne bénéficiera pas de ce bonus. Pour le croche-patte du destin, ces deux compétences ne devraient pas être octroyées. Finalement, dernière capacité, la faiblesse magique, qui se traduit par un malus supplémentaire de 10% lorsque l'hybride tente de lancer un sortilège, et de 5% lorsqu'il fabrique des potions. Comme pour les réajustements de caractéristiques, ces malus vont diminuer au fil des générations, passant à 5% pour les sortilèges et 2% à la génération suivante, et 2% et 0% à la troisième génération. Cette capacité est également intéressante si votre personnage a tiré le croche-patte du destin. En fonction du maître du jeu, vous pouvez également augmenter légèrement celle-ci. Un cas quelque peu particulier existe chez les hybrides elfes, et il s'agit des hybrides elfes Yumboe, qui possèdent, en plus de toutes les autres compétences des hybrides elfes,
un bonus à tout leur jet de compétences de 15% lorsqu'ils tentent de dérober un objet, et un bonus de 15% à leur jet de sauvegarde quand on tente de leur dérober l'un de leurs biens. Du fait de ce bonus supplémentaire, je déconseille les hybrides Yumboe pour ceux qui possèdent le croche-patte du destin, hybride. Dans le cas de l'avantage, celui-ci est autorisé, mais il faudra dépenser 0,5 points supplémentaires lors de la création de son personnage. Jouer un hybride géant. Les hybrides géants font partie des hybrides pour lesquels il est le plus complexe de dissimuler son ascendance. Très grands, imposants et possédant une force hors du commun, leur parenté aux géants sera rapidement découverte. Les hybrides géants, du moins les premières générations, sont donc représentatifs du croche-patte du destin hybride. Pour l'avantage, on privilégiera les hybrides de 2e ou 3e génération, pour diminuer les traits physiques trop visibles. Attardons-nous un instant sur les réajustements de caractéristiques pour les hybrides géants. Un demi-géant possède de bons réajustements de caractéristiques positives en force, constitution et taille, et quelques malus en perception, dextérité et apparence. Dès la 2e génération, soit un quart de géant, ces bonus diminuent de 1 en force, constitution et taille, mais restent assez intéressants, et passent à -1 en perception et dextérité. Dès le 8e de géant, on obtiendra un bonus en force, en constitution, un +2 en taille. Au niveau des compétences de base, celles-ci sont identiques à celles d'un sorcier classique. Il n'y a donc pas de modification à apporter. Pour ce qui est des capacités spécifiques aux hybrides géants, nous avons athlétisme. Les hybrides géants possèdent des capacités physiques qui sont extraordinaires. Ça se traduit par un bonus de 10% dans la compétence athlétisme et un gain d'expérience un tiers supérieur à celle des sorciers classiques. Cette capacité peut disparaître dès la 3e génération en cas de prise de l'avantage hybride. Vous ne laissez que le bonus de 10% sans l'apprentissage rapide. Pour le langage des géants, cela dépendra fortement des parents. Ce sont eux qui pourront le transmettre au fil des générations. Il conviendra donc de déterminer ce point avec le maître du jeu lors de la création. Probablement l'une des capacités les plus intéressantes du géant, la résistance à la magie. Première génération bénéficie d'une résistance de 30%. De plus, les autres sortilèges voient leurs effets diminuer de moitié, et les sorts à durée permanente passent à durée variable minute. Au fil des générations, cette résistance s'amenuise, diminuant de 10% à chaque nouvelle génération. La 3e génération voit donc ses effets des sorts diminuer d'un tiers, la 4e d'un quart, etc. Finalement, l'effet de durée permanent disparaît dès la 4e génération, par exemple. Autre capacité puissante, la résistance à la stupéfiction. La première génération se voit affectée comme suit lorsqu'elle subit un sortilège de stupéfiction. Elle subit un malus de 20% aux actions entreprises pour une durée d'1 heure, plus s'il s'agit d'une formule extrême. Il faut donc lancer 5 sortilèges de stupéfiction avec succès sur un hybride géant de première génération pour qu'il finisse dans le coma. Cet effet va diminuer au fil des générations, sans totalement disparaître. Il faudra, par exemple, 4 sortilèges de stupéfiction pour un hybride de 3e génération, 3 pour un hybride de 4e génération. Mais les hybrides géants ne possèdent pas que des bonus. Côté malus, nous avons la capacité impatience, qui va nécessiter un jet de pouvoir pour se concentrer sur une tâche. Comme pour l'athlétisme, cette capacité peut disparaître dès la 3e génération en cas de prise de l'avantage hybride. Nous avons ensuite inefficacité, potion de physiologie humaine, qui fait que les hybrides géants sont incapables d'employer des potions qui ciblent une physiologie humaine, comme le polynectar par exemple. Ce trait restera plus longtemps que les précédents, nécessitant plusieurs générations supplémentaires pour totalement disparaître. Finalement, la mauvaise vue, qui fait que les hybrides géants possèdent une vue plus faible que celle des humains. Quand ils effectuent un jet de perception vue, cela se fait sur perception x4 au lieu de perception x5. Ce point pourrait disparaître dès la 2e génération lors de la prise de l'avantage. Jouer un hybride gobelin. Les hybrides gobelins représentent l'une des races hybrides à favoriser lors du choix de l'avantage hybride. Si ce n'est leur taille plus petite que la moyenne, les hybrides gobelins possèdent une ascendance qu'il est facile de dissimuler. De plus, les hybrides gobelins sont mieux acceptés dans la société puisque les gobelins le sont également. Quand on détaillera les capacités de ces hybrides, on constatera qu'ils ne possèdent presque que des avantages. Je
Je déconseille donc vivement ce genre de personnage pour le croche-patte du destin. Quand on se penche sur les réajustements de caractéristiques des hybrides des gobelins, on constate que ceux-ci possèdent un petit malus en force, un malus plus important en taille et des bonus très intéressants en intelligence et en pouvoir. Pour la seconde génération, on constate que le malus en force disparaît, celui en taille diminue, et nous avons toujours des bonus intéressants en intelligence et en pouvoir. À partir de la troisième génération, il faudra que le joueur choisisse entre un bonus en intelligence ou en pouvoir. Il gardera par contre le malus en taille. Au niveau des compétences de base, les hybrides gobelins sont pratiquement identiques aux sorciers classiques, si ce n'est quelques compétences supplémentaires. Tout d'abord, un artisanat, soit forge, soit orfèvrerie, au choix. Les hybrides gobelins possèdent également une connaissance supplémentaire, que ce soit art de la forge ou les pierres précieuses. Finalement, la langue, Gobble-Babble, qui est une maîtrise de 20% de base, avec une maîtrise de 95% au maximum. Comme c'est le cas pour les hybrides géants, la langue peut disparaître dès la seconde génération, si les parents ne l'enseignent pas. Il faudra donc voir avec le maître du jeu si celle-ci est gardée ou non. Outre ces compétences supplémentaires, les hybrides gobelins possèdent 3 capacités magiques. La première est l'affinité pour la création de sortilèges et de potions, qui permet de diminuer de moitié le temps et le malus à la création de potions et de sortilèges. Cette capacité ne fonctionne cependant que sur une seule catégorie de magie, au choix, donc enchantement, mauvais sort, métamorphose ou potion. Deuxième capacité, une facilité en enchantement, qui octroie un bonus de 10% dans la matière scolaire enchantement, avec un gain d'expérience un tiers supérieur à la moyenne. On pourrait imaginer que par la suite, les hybrides de seconde génération voient le gain d'expérience supplémentaire disparaître, et que ceux de la troisième génération voient leur bonus de 10% passer à 5%. Dernière compétence, l'affinité pour la magie sans baguette. Les hybrides gobelins possèdent une diminution du malus de 10% quand ils n'emploient pas leur baguette. Comme d'habitude, ce bonus va se réduire à 5% lors de la génération suivante, pour disparaître lors de la troisième génération. Jouer un hybride troll. Les hybrides trolls représentent l'une des races hybrides à favoriser lorsque vous tirez le croche-patte du destin hybride. Bien que possédant des caractéristiques supérieures à celles des sorciers classiques, ils possèdent une très mauvaise réputation et une odeur corporelle très prononcée, ainsi qu'une sudation extrême, ce qui rendra difficile la cohabitation avec d'autres élèves. Au niveau des réajustements de caractéristiques, l'hybride troll de première génération possède un bonus en force de 2, idem en constitution, un bonus de taille de 1, pour un malus en dextérité de 1 et un malus en apparence de 2. Dès la seconde génération, le bonus de force et de constitution passe à plus 1 pour un malus en apparence de 1. À partir de la troisième génération, le joueur devra choisir entre un bonus de plus 1 en force ou un bonus de plus 1 en constitution. Il gardera cependant le malus en apparence de 1. Pour les compétences de base, l'hybride troll possède les mêmes compétences qu'un sorcier classique. Il n'y a donc pas besoin de réajustement. Niveau capacité, l'hybride troll possède des armes naturelles, à savoir sa morsure, qui lui permet d'occasionner des dégâts létaux avec ses dents. S'agissant d'un caractère proche du troll, celui-ci va disparaître peu à peu dès la seconde génération, mais laisse des dents proéminentes avant de disparaître totalement dès la troisième génération. Comme autre capacité, le troll a la possibilité d'augmenter sa force, de 4 unités pour une durée de pouvoir minute. Après cela, il se sent fatigué. Cette capacité est utilisable 3 fois par jour. Dès la seconde génération, on va diminuer cette augmentation de force de 1 et son utilisation journalière de 1, soit un bonus de plus 3 pour une durée de pouvoir minute, mais uniquement 3 fois par jour. On fera de même pour la génération suivante. Autre compétence de l'hybride troll, une endurance supérieure qui lui octroie un bonus de 20% en athlétisme. Pour la seconde génération, ce bonus passera à 10%, avant de passer à 5% pour la troisième génération. En plus de ses capacités positives, l'hybride troll possède un héritage, qui lui vient de son parent troll et qui lui octroie 10% dans une compétence spécifique. Ce bonus passera à 5% lors de la seconde génération, puis disparaîtra à la troisième.
Mais incarner un hybride troll signifie également avoir quelques malus. Le premier provient de son odeur corporelle, qui est très forte et très désagréable pour les autres. Celle-ci va évoluer au fil des générations, mais sans disparaître totalement. Dès la troisième génération, l'odeur sera encore forte, et à la troisième génération, elle sera désagréable, mais elle ne disparaîtra jamais totalement. Dernier malus de l'hybride troll, la sudation extrême, qui fait que celui-ci a tendance à transpirer abondamment. Cette sudation extrême est un caractère qui, comme l'odeur, peine à disparaître avec le temps, même si elle s'amenuise. Jouer un hybride vampire. Les hybrides vampires représentent une autre alternative intéressante pour ceux et celles qui désirent incarner un personnage hybride basé sur l'avantage du même nom. Si on accepte certains petits désagréments comme l'ail et le soleil, les autres compétences et capacités possédées par cet hybride sont très positives. Quand on détaillera les capacités de ces hybrides, on constatera qu'ils ne possèdent pratiquement que des avantages. On va donc déconseiller vivement ce genre de personnage pour le croche-patte du destin hybride. Au niveau des réajustements de caractéristiques, on constate que l'hybride vampire possède un bonus en force, en dextérité, en apparence et en pouvoir, ainsi qu'un malus de 2 en constitution. Ces bonus et malus évoluent de la manière suivante. Pour la deuxième génération, il restera un malus en constitution, un bonus en dextérité et un bonus en apparence. Finalement, lors de la troisième génération, le personnage choisira entre le bonus en dextérité et apparence contre un malus de 1 en constitution. Au niveau des compétences, celles-ci sont exactement les mêmes que celles d'un sorcier classique, donc pas besoin de réajustement. L'une des capacités signatures de l'hybride vampire est la fascination, qui lui permet de charmer une cible en la fascinant, tant que les regards ne se lâchent pas. Ce pouvoir perdure par-delà les générations, même si son efficacité diminue légèrement à partir de la troisième génération. Comme pour l'hybride troll, le vampire peut occasionner des dégâts létaux avec ses armes naturelles, soit ses griffes et ses crocs. Les dégâts vont diminuer au fil des générations. Et à partir de la troisième génération, l'hybride vampire perdra la faculté d'occasionner des dégâts avec ses griffes. Vient la capacité longévité ensuite, qui permet à l'hybride vampire de vivre bien plus longtemps que la moyenne. Cette capacité va perdurer sur la deuxième génération, même si elle est un peu moins puissante, puis disparaître ensuite. Autre capacité signature, la morsure vampirique, qui va permettre aux vampires de se nourrir de sang. Cette capacité va perdurer au fil des générations. Autre capacité magique des hybrides vampires, la perception du sang. Un hybride vampire peut détecter si une personne est blessée à une distance de 12 mètres grâce à un jet de perception x3. Par la suite, dès la deuxième génération, la distance va diminuer à 6 mètres, restée pour perception x3. Dès la troisième génération, il s'agira toujours d'une perception sur 6 mètres, mais cette fois-ci avec un jet de perception x2. Finalement, dernière capacité magique positive, les hybrides vampires possèdent une certaine résistance au poison, qui vont diminuer la virulence de ceux-ci de 1. C'est-à-dire que tout poison qui possède une virulence de 1 se verra automatiquement annulé. En ce qui concerne les malus, les hybrides vampires possèdent une certaine faiblesse à l'ail et au soleil, qui se traduit par des malus à toutes les actions de 10%, qui nécessitent la vue lors d'ensoleillement et un fort désagrément quand il est en présence d'ail. Ces malus vont diminuer au fil des générations sans totalement disparaître, finissant par être une simple gêne pour l'hybride vampire à partir de la troisième génération. Finalement, le pouvoir du sang de l'hybride vampire, qui permet de considérablement augmenter sa valeur de pouvoir, ainsi que sa valeur de mouvement lorsqu'il consomme du sang. Je la place volontairement dans les malus, puisque sous cette forme, le vampire devient très agressif, est fermé à la négociation, à l'empathie, et voit diminuer de 5% certaines de ses capacités et compétences. C'est donc une compétence à double tranchant. Cette capacité va d'ailleurs disparaître dès la troisième génération. Jouer une hybride Vélan. Les hybrides Vélan représentent une alternative intéressante pour les joueurs qui désirent incarner un personnage hybride basé sur l'avantage du même nom. Outre l'aspect colérique des hybrides Vélan, pratiquement toutes les capacités de celles-ci sont positives, ce qui en fait un très mauvais choix pour le croche-patte du destin hybride.
Au niveau des réajustements de caractéristiques, l'hybride Vélan possède un malus en force, un malus important en constitution, un petit bonus en dextérité et en apparence, ainsi qu'en pouvoir. Dès la deuxième génération, il restera le malus en constitution, ainsi que le bonus de +2 en apparence. Finalement, dès la troisième génération, il ne restera plus que le bonus en apparence. Au niveau des compétences, les hybrides Vélan possèdent toutes les compétences classiques des sorciers, mais possèdent également une compétence danse, avec une maîtrise de base de 20% et une maîtrise maximale de 90%. La danse étant au cœur de la société Vélan et leur permettant d'utiliser certaines de leurs capacités, elle sera nécessairement enseignée par les parents hybrides à chaque nouvelle génération. Première capacité magique des hybrides Vélan, une affinité pour le feu, qui se traduit par un bonus de 10% pour lancer des sortilèges ayant trait avec le feu. Par la suite, ce bonus va passer à 5% lors de la seconde génération, puis disparaître. Vient ensuite la capacité de danse de séduction, qui permet à l'hybride de déployer sa magie de fascination en augmentant momentanément sa valeur d'apparence de 5 pour les jets en opposition. Cet effet va perdurer de génération en génération. Il va diminuer à 4 pour la deuxième génération, puis à 3 pour la troisième. Combinée à la danse de la séduction, la capacité fascination hypnotique, qui va permettre à l'hybride Vélan de charmer une cible qui doit réussir alors un jet d'opposition apparence x5 contre pouvoir x5 pour résister aux effets. Cet effet va diminuer en efficacité au fil des générations, sans totalement disparaître. Un hybride de seconde génération effectuera un jet d'apparence x4 contre pouvoir x5. Un hybride de troisième génération devra faire un jet d'apparence x3 contre pouvoir x5. Les hybrides Vélan de première génération possèdent une affinité pour la magie sans baguette, qui se traduit par une diminution du malus de 5% quand elles n'emploient pas leur baguette. Cette affinité disparaît dès la seconde génération. Dernière capacité magique positive héritée, les hybrides Vélan possèdent une résistance naturelle à la magie de 5%. Cette résistance va passer à 2% dès la seconde génération, avant de disparaître lors de la troisième. Mais être une hybride Vélan fait que vous avez également une certaine tendance à la colère, ce qui va se traduire par un malus à vos jets pour rester maître de vous. Ce malus est de 10% pour la première génération et diminue à 5% pour la deuxième génération ainsi que la troisième. Jouer un personnage hybride à partir de la quatrième génération. Comme vous l'avez certainement remarqué dans les exemples cités précédemment, nous n'avons parlé que des 3 premières générations d'hybrides. Mais qu'en est-il des autres, ceux à partir de la 4e génération? Nous le savons, la magie est quelque chose de puissant qui peine à disparaître chez les sorciers. Il est donc de même pour les capacités héritées des hybrides. Mais celles-ci sont moins développées que celles des premières générations. Cette résurgence de caractère peut sauter plusieurs générations. Il est donc tout à fait possible que les parents, grands-parents et arrière-grands-parents n'aient pas de caractère des hybrides, mais que ceux-ci réapparaissent ensuite spontanément à une nouvelle génération. Pour illustrer cette réapparition de capacités, il est possible de choisir le nouvel avantage Résurgence, qui donnera quelques capacités magiques issues de l'ancêtre hybride, ainsi que quelques malus. Ceux-ci sont décrits dans le chapitre dédié aux hybrides de la base d'Harry Potter, et sont résumés dans la tabelle suivante. Sans entrer dans les détails, on constate que les hybrides de 4e génération et plus possèdent des traits physiques discrets issus de leur ancêtre magique. À chaque fois, un bonus et un malus, une ou deux compétences à choix, ainsi qu'un malus. Le coût de création pour des tels personnages est de 0,5 points. Conclusion. Comme vous l'aurez compris, jouer un personnage hybride dans le monde d'Harry Potter est quelque chose de complexe, mais également de risqué car la haine des sangs purs pour eux est tenace, même dans la période moderne traitée par les romans. En tant que joueur, il est important de bien réfléchir au fait de choisir l'avantage hybride, car même s'il apporte de nouvelles compétences et capacités, il pourrait bien rendre vos parties plus complexes lorsque les autres élèves et professeurs découvriront votre ascendance. Privilégiez donc des races bien acceptées comme les gobelins, les elfes de maison ou les Vélan, pour éviter que ce ne soit trop péjorant par la suite. Pour ce qui est du croche-patte du destin, eh bien ce n'est pas de chance pour vous, et ce n'est pas non plus pénalisant qu'un autre. Au final, vous posséderez plusieurs capacités magiques positives ainsi que des effets négatifs.
Nous voici désormais arrivés au terme de cette vidéo sur le thème des hybrides. Un grand merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Les informations traitées dans cette vidéo viennent rejoindre la version 12 de la base pour étoffer encore plus l'univers d'Harry Potter jeu de rôle. J'espère désormais que les personnages hybrides du monde d'Harry Potter n'ont plus aucun secret pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Pensez également à commenter et liker ces vidéos. Pensez également à nous rejoindre sur notre Discord, en lien dans la description, pour ne rien rater des discussions entre joueurs et maîtres du jeu et prolonger votre expérience. N'hésitez pas à nous soutenir via notre Ko-fi par un petit don, pour nous permettre de continuer à vous proposer du contenu de qualité tout en évitant les publicités qui gâcheraient vos visites sur notre site. Un grand merci à ceux qui ont franchi le pas. C'est grâce à vous que Harry Potter jeu de rôle existe encore aujourd'hui. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Keul pour Geekit, que la passion vous guide et vous accompagne.